Bien, donc ce soir, nous avons une soirée de l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès. On est très content de recevoir Bernard Thibault, qui a d'ailleurs sorti un livre. Le titre, c'est La Troisième Guerre mondiale et sociale. L'immense mérite de ce livre, d'abord, c'est une somme de documents, de connaissances, de renseignements pour ceux qui ne connaissent pas l'état du dialogue social dans le monde. Et aussi, Bernard a une responsabilité maintenant à l'Organisation internationale du travail. C'est aussi l'action, ce qu'il est convenu d'appeler dans le langage l'OIT, mais l'Organisation internationale du travail, et tout ce qu'elle peut permettre, d'abord comme point de repère, comme norme, et comme aide aussi pour les plus démunis, parce que on est en France, on a encore du droit syndical, on a encore des acquis. Il serait impensable de penser que on va assassiner un militant syndical, mais ce qui est raconté dans ce livre, c'est ce qui se passe réellement. Et dans certains endroits, le fait même d'émettre un point de vue ou d'émettre une revendication, c'est le langage français, on risque sa vie. Donc voilà. Donc encore merci à Bernard d'avoir accepté d'être présent. Et bon, je veux dire, il est convenu de poser deux ou trois questions. La première, parce que quand on voit le titre, La Troisième Guerre mondiale et sociale, c'est un titre qui est très choc. Et il y a malheureusement des guerres. Bon. Donc, pourquoi avoir choisi ce titre aussi fort? Une guerre mondiale, c'est quand même quelque chose dont on aimerait savoir pourquoi tu as choisi ça. Alors, il y a plusieurs motivations qui m'ont inspiré pour garder ce titre. C'est vrai que j'ai un peu hésité, pour tout dire, après les événements du mois de novembre que nous avons vécu en France, le mot guerre ayant été utilisé pour différentes raisons. Et je l'ai maintenu pour deux raisons principales. La première, c'est par rapport au nombre de victimes que provoque le travail. On le sait peu, ça sort des statistiques officielles de l'Organisation internationale du travail, puisque tous les éléments statistiques me permettant de faire la photographie des droits sociaux du monde, je les extrais des rapports officiels de l'organisation. Ce ne sont pas des chiffres inventés. Parmi ces chiffres édifiants, il y a chaque année, il faut le savoir, 2 300 000 personnes qui décèdent du fait du travail, soit des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et nous savons qu'en main point du globe, malheureusement, ce sont des chiffres en sous-déclaration, puisque là où il n'y a pas de contrat de travail, ce qui est très répandu, il n'y a naturellement pas d'accident du travail, puisqu'il n'y a pas de relation codifiée par un contrat de travail en bonne et due forme. Alors 2 300 000 victimes du fait du travail chaque année, c'est bien supérieur au nombre de victimes liées aux guerres ou aux conflits réunis. Donc le terme de guerre est déjà adapté, selon moi, en termes de victimes au sens premier du terme. Deuxième motivation, c'est l'histoire de l'Organisation internationale du travail elle-même, parce qu'il faut rappeler qu'elle a été créée en 1919 sur les décombres de la Première Guerre mondiale. C'est là que les États, une partie des États, dont la France, réunis, considèrent que la préservation de la paix, après les drames de la Première Guerre mondiale, la préservation de la paix à l'avenir ne peut se faire que par la promotion de la justice sociale à l'échelle du monde. Voilà une orientation politique universelle, je dirais, qui est très forte. Ça n'a pas empêché une deuxième guerre mondiale, comme chacun sait, 39-45. Il y a à ce moment-là une deuxième impulsion pour l'activité de l'Organisation internationale du travail, la déclaration dite de Philadelphie, en 1944, où il est notamment certifié que le travail n'est pas une marchandise. Vous avouerez que ce slogan, qui peut apparaître comme un slogan syndical, est une ligne de conduite retenue par les États. Donc tout cela pour dire que le mot guerre, il a été omniprésent dans l'histoire de l'Organisation internationale du travail. Le travail provoque des victimes aujourd'hui, et cette mise en concurrence exacerbée des travailleurs par le moins-disant social, c'est la mécanique qui ressort des statistiques officielles, c'est une précarité qui est en train de gangréner la plupart des continents, et aucun continent n'est à l'abri de ce phénomène, m'a fait dire qu'on était, oui, le mot guerre n'était pas usurpé dans ce titre. D'accord. Merci, c'est plus clair. D'ailleurs, dans les slogans d'une terrible actualité, il y en a un parmi d'autres qui est un travail égal, salaire égal. Tout à fait. Sur le même lieu de travail, on peut ajouter, si on veut être un peu rond, mais déjà, un travail égal, salaire égal se justifie en lui-même. Alors, il y a une deuxième chose qui est traitée dans le livre. Tu parles de l'attitude des employeurs vis-à-vis des normes internationales du travail. Et tu indiques que c'est plus en plus fréquent qu'ils ne respectent pas ces normes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, les employeurs à l'Organisation internationale du travail siègent trois collèges. Les États, les employeurs et des représentants des travailleurs. C'est important à souligner dans la mesure où c'est la seule institution mondiale dans laquelle des représentants des travailleurs on voit au chapitre voix délibérative comme les États. Et nous avons cette responsabilité singulière d'élaborer des normes internationales du travail. C'est un peu comme si, en France,
On avait à écrire le code du travail entre, d'une part, l'État, les représentants des employeurs français et les représentants syndicaux français. Bon, c'est une approche originale, en tout cas, dans la vision qu'on peut avoir des rapports sociaux. Et donc, dans cette mission d'élaborer de la norme internationale du travail, on a aujourd'hui une poussée très forte parmi les employeurs. Ils ne sont pas unanimes sur le sujet, mais enfin, ils sont très dominants, à considérer que le marché va faire son œuvre et que, en quelque sorte, il n'y a plus besoin, comme on l'estimait fut un temps, lorsqu'il y avait deux blocs qui s'opposaient, l'Est et l'Ouest, le capitalisme, le socialisme, pour faire très court et caricatural, où là, l'économie de marché se faisait fort, y compris par des droits sociaux, de montrer l'exemple au camp d'en face. Est et Ouest s'opposaient par des logiques politiques, mais aussi des logiques économiques, et chacun s'efforçait de montrer que c'était son modèle qui était le modèle idoine pour l'ensemble de l'humanité. Dans cette compétition-là, les droits ont plus progressé, la conquête de liberté a plus progressé. Mais aujourd'hui, effondrement du mur de Berlin, ce qui en soi n'a pas été une mauvaise chose, bien évidemment, mais a comme conséquence de considérer qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'alternative, il n'y aurait plus de modèle, de débat sur le modèle économique en vigueur, et qu'il faudrait laisser le marché faire son œuvre. Et les mêmes employeurs nous disent, qui revendiquent d'ailleurs un marché unique, un espace monde dans lequel le commerce doit être sans barrière douanière, sans barrière administrative, ces mêmes employeurs là reconnaissent la souveraineté nationale pour les droits sociaux. C'est-à-dire qu'ils nous renvoient pour les droits sociaux à chacun des pays face à chacun des gouvernements. On voit bien qu'il y a là un espèce de marché de dupes. Comment concevoir une économie ouverte à l'échelle planétaire sans concevoir un minimum d'harmonie sur les droits sociaux? C'est ce qui alimente la mise en concurrence des travailleurs par le bas. Alors, dernière remarque, tu y fais allusion plusieurs fois dans le livre. Concrètement, comment l'OIT peut-elle être un point d'appui pour les syndicats? Parce que tu en parles souvent, parce qu'on se dit qu'il y a la Confédération syndicale internationale, mais l'OIT c'est encore autre chose. Et puis tu indiques à la fin de ton livre qu'elle aurait des nouvelles missions, notamment sur tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, l'environnement. Est-ce que tu peux nous donner... Tout à fait. L'OIT, d'une part, a une légitimité universelle, puisque c'est maintenant, depuis la Seconde Guerre mondiale, une agence de l'ONU. Donc, d'un point de vue de son assise, de sa légitimité, je dirais c'est un mandat confié par l'ensemble de la communauté internationale. 189 pays sont adhérents à l'OIT, c'est-à-dire un petit peu moins que ceux qui sont présents à l'ONU. Ce sont des petits territoires principalement qui sont absents de l'OIT, mais ça n'est pas gênant pour l'activité. Presque 100 ans après sa création, je crois qu'il est temps de réfléchir aux outils qu'on a mis à sa disposition pour promouvoir la justice sociale. C'est l'objectif politique qui est assigné à cette agence des Nations Unies, promouvoir la justice sociale dans le monde. L'un des moyens, c'est donc d'édifier des normes et de contrôler l'attitude des États à l'égard de ces normes. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'économie mondiale n'est pas structurée uniquement par le pilotage des États. Loin s'en faut, même dans les pays développés. Et dans les caractéristiques principales, on peut noter le poids de ces entreprises multinationales dont le rayon d'action est sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, et qui structurent ou déstructurent, selon leurs propres intérêts, tels qu'elles le considèrent, les activités économiques, mais aussi la scène sociale. Et de ce point de vue-là, je préconise, par exemple, que la mission de l'OIT, au nom des États de la communauté internationale, puisse être aussi un rôle de surveillance, voire de contrôle de l'attitude des multinationales, s'il s'avère, par exemple, que certaines d'entre elles entretiennent du travail des enfants dans certains pays. C'est interdit par une convention internationale. Mais aussi de voir ces prérogatives renforcées à l'égard d'autres institutions. Par exemple, je trouve anormal que les États demandent à l'OIT de promouvoir la justice sociale d'un côté, mais confient à d'autres institutions, je pense à l'OMC, je pense au FMI, des missions qui viennent en contradiction avec cet objectif. Et je remarque que dans les décisions du FMI, par exemple, il y a des préconisations à l'égard des États qui les amènent à enfreindre les normes internationales du travail. Il s'agirait donc de mettre un peu d'ordre et de faire en sorte que les normes sociales soient incontournables de la part des autres institutions internationales. Il y a donc toute une série de propositions qui touchent même l'Europe, parce que l'Europe est aussi à défaut. Curieusement, nous ne pouvons pas questionner l'Europe, qui est capable aujourd'hui de prendre des décisions qui ne sont pas conformes à des traités internationaux. Il y a là un paradoxe qui n'est pas normal. Or, les statuts de l'organisation n'ont pas évolué depuis qu'a été créée l'Union européenne. Vous avouerez que de ce côté-là, c'est un manque.